On va retrouver nos chroniqueurs. On retrouvera Gilles Godgebur, qui est spécialiste de la physiologie du sport et qui nous parlera des larmes amères de Petra Majdic. C'est une histoire très difficile à entendre, mais il nous en parlera, Gilles. On va commencer avec Bruno Alioua, qui est notre spécialiste de l'histoire de la médecine. Bonjour Bruno. Bonjour. C'est moins difficile à entendre. Vous allez nous entraîner dans l'univers extrêmement intime de la chaise percée. Oui, enfin, depuis la période médiévale, la défécation en public était très mal vue. Alors les individus, quelle que soit leur situation socio-économique, allaient dans un endroit retiré, caché, et c'était ce qui se passait. Mais ce n'était pas toujours très agréable, surtout quand il pleuvait, il neigeait ou quand il y avait la grêle. Alors les aristocrates ont instauré, en fait, dans leur belle demeure, un petit endroit qu'on appelait le cabinet d'aisance. Et puis certains ont créé ce qu'on appelle la chaise percée. La chaise percée, c'est une chaise avec une ouverture circulaire. Et puis alors surtout, c'est en fait, pour faire simple, c'est à la fois un pot de chambre et une chaise qui sont associées. C'est ça. Alors la plus célèbre, c'est celle de Versailles, mais il ne faut pas qui date de Louis XIV. Mais c'est pas Louis XIV en fait qui a inventé cette chaise percée, puisque on se souvient que le roi Henri III a été tué par le moine dominicain, je me rappelle Jacques Clément, en 1589, alors qu'il était tranquillou assis sur une chaise percée. Alors en fait, selon des historiens, il semble que l'usage de la chaise percée en public était pour le roi une manière d'affirmer sa domination et sa puissance. Et puis, on peut se dire que finalement, le roi Louis XIV devait jouir du spectacle de tous ces courtisans qui se gaussaient en le voyant pratiquer, pousser. C'est ingénieux. Pousser, mon roi, pousser. Il humiliait un peu les autres, quoi, en fait. Exactement. On appelait ça le brevet d'affaires. Et puis alors surtout, il y avait une personne, alors rappelez-vous ça, c'était le porte-chaise d'affaires. C'est un type qui recueillait en fait le seau, qui le montrait au médecin, qui regardait si ça allait, puis après il allait vider ça dans le jardin, et puis après il le nettoyait, mais avec beaucoup de fierté, parce qu'on payait très cher, 20 000 livres. Enfin, quand on aime, on paye, on ne compte pas. Alors, la pratique du nettoyage en public comme ça a disparu, mais en fait, on a gardé le principe de la chaise percée. Mais oui, parce que les personnes âgées avaient du mal à aller au fond dans la cabane, au fond du jardin, immortalisées par Laurent Gérard, et les personnes. Et les personnes, en fait, les personnes hospitalisées, non, en fait. J'essaie de comprendre. Oui, moi aussi. Non, le jardin, c'est Francis Cabrel, puis Laurent Gérard. La cabane au fond du jardin. Oui, c'est pas l'exemple pour excuser. Et donc, tout ça, une chanson, ma cabane au mais Canada. ça n'a rien à voir. Oui, aussi. Mais oui, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est pas grave. Bref, bon, depuis, il y a eu des produits, ce qu'on appelle en vrai aujourd'hui des produits dérivés. Et là, je suis très ému parce que j'ai fait vraiment une chasse à des objets que vous ne verrez nulle part, sauf si vous allez au musée d'histoire de la médecine à Rouen. Et ben, j'ai retrouvé des vases de chaises percées. Alors, c'est vraiment deux objets que je vais vous présenter. Le premier objet, voyez, regardez comme il est beau cet objet. Oui, il est savamment décoré avec des petites fleurs. C'est un objet en céramique qui date du XVIIIe siècle. Vous avez un couvercle. Oui, c'est mieux. D'aisance. Et puis on a C'est pour ça qu'on l'appelle cabinet d'aisance. Pas mal. Pas mal. Bon. S'il y avait un public, on applaudirait tous. J'ai l'habitude d'être seul ici. Là, c'est un autre pot qui date du XVIIIe siècle, tout à fait merveilleux aussi, mais là, on peut dire que c'est un pot peut-être pour un enfant, puisqu'il est de plus petite taille. Et puis, avec le temps, on a un petit peu adapté ces bassins de lit. Là, toujours, vous avez en fait un bassin de lit qui date du XIXe siècle, avec un rebord, pour éviter qu'on renverse le contenu. Et puis, au bout, vous avez un petit entonnoir. C'est pour la bistouquette. Mais c'est le pistolet actuel. Exactement, vous avez un ancêtre du pistolet actuel. Enfin, vraiment, moi, je suis assez admiratif. Regardez, imaginez-vous qu'il a utilisé, qu'il y a des gens qui l'ont utilisé pendant des siècles et des siècles. Et on sait qui? Alors, Non. Non, malheureusement, on en parlera une prochaine fois. Au XXIe siècle, en fait, alors, au XXIe siècle, on a utilisé utilisé une forme tout à fait presque actuelle. Voilà, en émail. Cet objet nous a été prêté par le musée de la PHP. Ça date de la première moitié du XXe siècle. Voilà, donc c'est vraiment des objets assez extraordinaires, mais très précieux. J'en ai les larmes aux yeux. C'est quoi? C'est oui. émouvant. C'est intéressant. Non, c'est vrai, non, Vous avez rien à dire, Michel? Non.
Bon, mais on continue alors. Bon, ben, Donc aujourd'hui, on utilise encore Ben les oui, bassins. aussi paradoxal que ça puisse paraître, on utilise encore en fait les chaises percées. Il faut savoir qu'on l'utilise à la fois chez les personnes âgées, mais également chez les personnalités, puisque 10% des personnes hospitalisées utilisent des chaises percées. On en vend par an 150 000, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, puisque qu'est-ce qui se passe en général? Vous êtes à l'hôpital, vous appuyez sur la sonnette, vous appelez l'aide-soignante, qui se précipite dans la seconde qui suit, qui prend ce bassin, qui va généralement au fond du couloir, le verser dans les toilettes, et puis après, elle nettoie le tout. Ce n'est pas sans poser des problèmes de dispersion, d'odeur et d'affection nosocomiale. Alors il y a des gens qui ont trouvé des petites adaptations. Première adaptation, c'est de se dire finalement, là, on a un petit anse pour porter le bassin. Ça permet de ramasser la poussière en plus. Oui, c'est très bien. Arrêtez, il n'aura pas le temps de finir. Et puis deuxième chose, c'est en carton, mais là il faut un macérateur. Alors c'est vrai que tout ça pose des problèmes à la fois d'infection nosocomiale, de contamination croisée, ça pose des problèmes de surcharge de travail pour les aidants, et puis pour les patients, ça pose un problème à la fois sur la pudeur et la dignité des patients. Une petite minute. Alors là, il y a une personne qui s'appelle Meyer Eleva, qui est un médecin, qui est hospitalisé, qui voit ce spectacle, cette allée-venue des aides-soignantes avec des bassins, et qui dit mais c'est bien sûr, j'ai une idée. Et il a l'idée en fait d'inventer un objet qui va révolutionner probablement l'histoire des bassins de lit. Cet objet, c'est ce qu'on appelle le sac hygiénique absorbant. Alors comment ça marche? C'est un sac, c'est ni plus ni moins qu'un sac, comme un sac poubelle. Vous le mettez dans le bassin. C'est pas bête, hein. C'est comme pour les crottes de chien. Et oui, mais ce type qui est assez extraordinaire, en fait, qui a eu le prix du concours Les Tipines, a mis au fond du bassin le papier pour s'essuyer. Voilà. Vous faites la petite commission. Vous faites la petite commission. Je m'en vais pas sur moi, hein. Non, et là, Ça, le liquide est absorbé. Le liquide est absorbé. Et puis, vous prenez le tout. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Mais c'est vachement malin, ça. C'est super intéressant. oui, ça, alors et là... vous le jetez. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est probablement de plus en plus utilisé dans les hôpitaux. Et c'est vrai que, par exemple, au Canada, quand vous êtes hospitalisé et que vous demandez le bassin, on vous apporte non pas un bassin plein, mais un bassin percé dans lequel on met ce sac hygiénique absorbant. Malin, bravo. Avec un bassin pareil, il ne faut pas oublier le sac. Hein. Ouais. Non, parce qu'il est percé. Ah bon? Ouais. Ah, c'est ça. Ok. C'est le bassin percé. C'était très bien, très intéressant. Merci, C'est vrai que ça se généralise un peu dans les hôpitaux, tout ça. Merci beaucoup. L'année 2010 verra-t-elle le retour de la grande crue? Si l'on en croit les statistiques, Paris connaît tous les 100 ans des inondations catastrophiques liées à la montée